autour de nous, il existe un monde plus résilient, solidaire et altruiste. Je vous propose d'en pousser la porte et d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui s'engagent à le construire au quotidien. Je suis Amandine Anglebert, fondatrice de Philanthropie Innovative Sharing, l'organisation qui accompagne les entrepreneurs et philanthropes pour maximiser leur impact sociétal. Ensemble, réenchantons le monde. Aujourd'hui, nous allons parler finance, éthique et durable, et on va voir en quoi elle peut être un puissant levier pour soutenir le développement économique de la société de demain, qui soit écologique et solidaire. J'ai le plaisir d'accueillir Céline Bouton et Vincent de Brouwer, le duo à la tête de Lita, la plateforme d'investissement à impact, qui a débarqué en Belgique il y a quelques années et qui est en pleine croissance. Bonjour Céline, bonjour Vincent. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors avant de plonger directement dans l'ITA, j'aimerais d'abord un petit peu faire votre connaissance. Vous avez tous les deux des parcours très riches, vous avez pas mal voyagé, et donc j'aimerais que vous puissiez vous présenter et nous raconter un petit peu c'était quoi vos vies d'avant l'ITA. Eh bien, très brièvement, moi j'ai commencé dans l'éducation financière au Canada, puis j'ai travaillé dans l'audit social en Thaïlande, et je suis revenue en Europe pour travailler dans la microfinance, ici en Belgique, pour une entreprise qui s'appelle Microstart. Pour financer des entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent dans les poches et qui ont besoin de ces microcrédits pour créer leur emploi ou pour le développer. Et puis j'ai travaillé aussi pour une structure qui s'appelle Make Sense, qui est un mouvement, une communauté dédiée à l'entrepreneuriat social qui existe dans de nombreux pays. Et j'ai monté la communauté Make Sense ici en Belgique avec certains camarades et les activités plus business ou l'incubateur de start-up sociétale de Make Sense. J'ai aussi monté une start-up active dans le digital avant de rejoindre Lita, il y a un peu plus de 4 ans d'ailleurs, et pour développer cette plateforme qui existait déjà en France et que nous avons lancée en Belgique. Génial. Et c'est quoi le fil conducteur, tu dirais, de tout ce parcours? Alors je dirais il y a un gros fil conducteur, c'est de donner les moyens à des personnes qui veulent faire sens, soit à leur niveau, soit à une échelle beaucoup plus globale, générale, avec un distant fil rouge, je dirais aussi, sur la lutte contre la précarité et l'inclusion de tous. Je suis plutôt quelqu'un qui défend la vision que les modèles doivent changer et que pour changer, ils doivent être accompagnés, soit en termes humains, soit en termes financiers. Merci. Et toi, Vincent? De mon côté, donc, j'ai un parcours plus long que Céline, puisque ça fait bientôt 40 ans que je suis dans le monde professionnel. Pour commencer par la dernière question que tu as posée à Céline sur le fil rouge, je me rappelle que j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais en rhétorique, en dernière année de humanité, et un des profs qui m'a beaucoup marqué me disait les jeunes, à vous maintenant de vous fixer un objectif pour la vie, essayez de vous projeter à vos 65 ans, et essayez toujours de vous raccrocher à ce que maintenant, à vos 18 ans, vous vous fixez comme objectif. C'est quelque part le fil rouge que j'ai essayé de tenir en m'éloignant de temps à autre, parce que bon, on n'est pas toujours pleinement fidèle à ses convictions, mais c'est quand même un petit peu ce que j'ai voulu faire. Et clairement, quand j'avais 18 ans, le but c'était de me dire, j'ai envie d'être fier du parcours que j'ai fait en termes d'apport à la société, de manière générale. C'est comme ça que j'ai commencé dans le secteur des ONG, une fois que j'ai terminé mes études universitaires. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé dans le monde des ONG ici en Belgique également. Et j'ai alterné ça de façon assez particulière avec le monde de la finance. Parce qu'assez vite, après avoir fait quelques années dans le secteur des ONG, je me suis rendu compte que, ma foi, pour véritablement changer le parcours des choses, apporter quelque chose qui soit significatif et structurel, c'est sans doute par la finance que ça devait passer. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de comprendre ce milieu financier. Et j'ai donc fait un parcours dans le secteur bancaire qui a sans doute été plus long que ce que je ne le pensais au départ, parce que je me suis trouvé assez bien, finalement. Le secteur bancaire est un secteur intéressant d'une part, parce qu'on y est en lien avec le monde économique en général, mais également confortable, parce qu'il ne faut pas le cacher, on y gagne bien sa vie. Les deux ensemble, avec les charges familiales qui vont avec, eh bien, ont fait que j'y suis resté plus longtemps que prévu,
mais toujours quand même en ayant ce fil rouge de se dire j'ai envie d'apporter quelque chose. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que je fais une partie de ce parcours bancaire sur le continent ou avec le continent africain. Voilà, j'ai alterné donc secteur des ONG, surtout de développement, mais également environnemental, avec le secteur bancaire. Et je pense qu'aujourd'hui, chez l'ITA, que j'ai rejoint il y a seulement 8 mois, je pense aujourd'hui, j'essaye d'allier un petit peu ces deux expériences, ces deux expertises pour le meilleur du monde. Mhm. Oui, parce que tu y es presque bientôt à tes 65 ans dont tu avais parlé. Ouais. Encore Dans quelques années? Dans 3 ans. Dans ouais, 3 tout ans, à dans fait. 3 ans. C'est bien. Et donc, tu peux déjà regarder en arrière sur tout ça. Oui, bon, on regarde surtout en avant quand même, Oui. hein, j'espère toujours. C'est sûr enfin, à tout âge, on aime bien être fier de ce qu'on a fait, ou pouvoir porter un regard en arrière en se disant, ben, ma foi, si c'était à refaire, je ne regrette pas trop. Mhm. Ce que j'ai fait, ben, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mhm. Et donc, toi, tu arrives donc chez l'ITA. C'est vrai que c'était pas tout à fait le profil de l'ITA. C'est assez chouette parce que je crois que vous êtes avant Vincent, la moyenne d'âge, ça devait être quoi, 30 ans, quelque chose comme ça? Ouais, une petite trentaine. Ouais. Et donc là, vous vous retrouvez avec un chouette duo à la tête. C'est vrai que quand on rencontre un duo de cofondateurs ou de co-directeurs, c'est souvent en général des gens qui ont plus ou moins le même profil. Ce qui est chouette chez vous, c'est que vous avez des profils assez différents et assez complémentaires. Comment est-ce que, voilà, c'est quoi votre duo? Comment vous le qualifieriez et qu'est-ce qui fait sa spécificité? Moi, enfin, je réagis à chaud, je dirais, la fougue, l'optimisme et le dynamisme de la jeunesse, allié sans doute avec un peu plus de recul et sans doute un certain, pas un manque d'énergie, mais moins d'énergie compensé par, je dirais, peut-être une réflexion plus profonde sur le parcours, si je peux le décrire ainsi. Je retrouve chez Céline une énergie débordante que tout le monde lui reconnaît, mais je dirais, moi encore plus, avec la différence d'âge que j'ai par rapport à elle. Mhm. Et moi, beaucoup de sérénité, du coup. Oui, À ça travailler doit, avec Vincent. ça doit faire un bel équilibre entre vous deux. Ouais. Génial. Et du coup, Vincent, c'est quoi, toi, la finance en laquelle tu crois, la finance de demain? C'est une finance qui évolue pour le bien de la société. Je pense que la finance telle que je l'ai connue depuis que je l'ai rejointe dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui est une finance qui de plus en plus a évolué vers un entre-soi, une raison d'être qui n'était que financière, qui n'était que de générer, je dirais, du bénéfice pour ses actionnaires, des entités financières pour lesquelles on opère, alors que tout au contraire, eh bien, j'imagine que la finance doit être un instrument au service de la société et que c'est un relais nécessaire et indispensable, mais ça ne doit être qu'un relais. Et malheureusement, je crois que ça s'est pas mal perdu de vue, jusque peut-être la crise de 2008, qui quelque part a fait réfléchir pas mal de monde, y compris le monde politique. Je ne suis pas sûr que toutes les leçons aient déjà été tirées et correctement été tirées, mais je suis sûr par contre qu'il y a beaucoup de personnalités qui ont intégré maintenant cette dimension-là dans leur raisonnement. Et je pense y compris à quelques grands pontes, comme on les appelle, de groupes bancaires, ici en Belgique ou à l'international d'ailleurs. C'est quoi qui vous a donné envie de rejoindre l'ITA? Alors, moi, si je peux continuer, c'est clairement, je dirais, cette volonté, encore une fois, de me rallier à l'objectif que je m'étais fixé à mes 18 ans. Non, mais sans aucune... c'est véritablement essayer de faire quelque chose qui apporte à la société. Et je pense que l'ITA ne va jamais bouleverser, je dirais, la finance en tant que telle, mais sera, et je veux participer à cette volonté d'être un aiguillon qui réveille les consciences et qui oblige les grands de ce monde à peu, je dirais, aligner leurs objectifs avec quelque chose qui est plus durable et plus pérenne. Et pour moi, ça rejoint Vincent, hein, c'est effectivement la conviction que à travers la finance, on peut changer beaucoup de choses, on peut amener à créer de nouveaux modèles de société, à financer une transition à la fois écologique mais aussi économique. Et puis la foi qu'il faut aussi apporter les moyens et les ressources nécessaires à ces acteurs du changement
à ces changemakers, hein, comme les appelle Ashoka par exemple, qui bousculent un peu les lignes, qui inventent de nouveaux modèles, qui créent de nouveaux business models et qui veulent innover non seulement pour grandir, pour croître, pour montrer l'exemple et pour montrer la voie, mais aussi pour résoudre des problèmes de société. Et ça, pour moi, c'était très important. Et en fait, l'ITA, pour moi, me connecte fait le pont entre le pouvoir de l'argent et des personnes qui veulent donner du sens à leur entreprise ou à leur activité, veulent la faire grandir, tout en ayant une notion d'intérêt général qui se réplique aussi dans le fait qu'à travers l'investissement, puisque l'ITA, il faut le rappeler, c'est une plateforme d'investissement, fait en sorte que tout le monde puisse participer à ce changement et à cette croissance bénéfique pour tous. Je rappelle que on l'a pas encore dit, Amandine, mais sur l'ITA, en fait, il y a vraiment le côté très démocratique de la chose. C'est pour ça qu'on a essayé de créer une plateforme de crowdfunding qui est un peu la vitrine de notre mission, qui est de démocratiser l'impact investing. Mais c'est exactement là où j'allais en venir. On allait lever le suspense et dévoiler ce que ça veut dire, l'ITA. Et c'est quoi, comment ça a démarré? C'est quoi votre mission? Alors, l'ITA, ça veut dire Live Impact Trust Act. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez Tout un programme. Qui veut dire, voilà, faisons bouger les choses et à travers notre argent, essayons de financer des entreprises qui ont un impact positif sur la société, sur l'environnement, sur notre planète, et de financer des entreprises qu'on a envie de voir éclore et perdurer dans le monde. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est faire le lien entre des personnes qui veulent donner du sens à leur argent et des entrepreneurs qui apportent ce sens-là et qui sont en besoin de financement. Nous, on intervient sur de l'equity, donc du capital ou du quasi-capital. Des sociétés peuvent aller se financer, elles ont plusieurs phases de développement et de financement du coup. Et le capital est nécessaire à un moment pour grandir et pour passer à l'étape supérieure. Et c'est ça qu'on essaye de leur apporter chez l'ITA à travers une foule de personnes qui les encouragent à aller plus loin et qui trouvent leur modèle suffisamment bien pensé, juste et potentiellement rémunérateur à terme aussi, il faut le dire, et ont envie de les accompagner sur le long terme. Et tu parlais de démocratiser, c'est vrai que c'est une mission importante, je pense, de l'ITA. Il y a une volonté de réconcilier quelque part le citoyen avec la finance. Comment est-ce que ça se traduit dans votre proposition? Est-ce que n'importe qui peut venir investir chez l'ITA? Oui, n'importe qui peut venir. Ce qu'on met en place chez l'ITA, c'est tout un système très pédagogique de sensibilisation à l'investissement, à la finance éthique. Il faut savoir que environ 2/3 des personnes qui investissent sur l'ITA n'avaient jamais investi dans un produit financier avant. Et j'avoue, moi, j'en fais partie. Voilà, et moi aussi d'ailleurs. Et donc, on essaye de changer un petit peu ces mindsets, de changer le paradigme à travers énormément à travers la compréhension d'une offre d'investissement claire dans une entreprise donnée, de faire en sorte que les gens puissent y investir directement, donc de façon complètement désintermédiée, et ce, à partir d'un montant relativement accessible à tous, soit 100 ou 200 euros, ça dépend des campagnes. Mais voilà, pour donner l'accès au plus grand nombre, le potentiel de prendre part. Et du coup, c'est quoi le type de profil d'investisseur? Enfin, tu disais que c'était des gens qui n'avaient pas spécialement investi avant, mais est-ce que tu peux compléter un petit peu dans le genre de profil? Oui, on a des personnes qui s'y connaissent énormément en finance et qui veulent un petit peu diversifier leurs investissements et dédier une partie de leur portefeuille à de la finance éthique, à de l'impact. On a une partie d'investisseurs qui sont uniquement concentrés sur cette partie impact et qui veulent générer, non pas nécessairement du revenu, mais donc de l'impact positif à travers leur argent. Et puis on a des personnes qui veulent aussi suivre une aventure entrepreneuriale et soutenir un projet ou l'autre, ou une trajectoire, une thématique. Et puis sur l'ITA, on a aussi des investisseurs qui, et ça va de pair avec ceux que je viens de citer, souhaitent soit bénéficier d'un tax shelter, puisque à travers des investissements dans les startups, alors chez nous des startups sociétales, on peut bénéficier de 45% de réduction d'impôts. Donc c'est quelque chose qui est encore peu connu, mais à travers du financement d'entreprises plus jeunes, on va dire, des entreprises de moins de 4 ans, on peut bénéficier de ces 45% de réduction.
ou à travers des obligations qui sont aussi vendues sur la plateforme pour ces entreprises, d'un rendement annuel euh, qui va perdurer sur 3, 4, 5, 6 ans. Et c'est quoi le type de projet dans lequel vous investissez? Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques? Est-ce que tu peux donner peut-être, Vincent, un exemple de projet que vous avez choisi? Oui, il n'y a pas de secteur spécifique. Je dirais, je crois qu'on veut vraiment être le plus ouvert possible et proposer tant aux entrepreneurs qu'aux investisseurs toute possibilité pourvu que ce soit des projets qui peuvent démontrer un impact. Et donc toute l'analyse, la première analyse que nous portons en général sur ces projets, c'est au niveau de l'impact. S'assurer qu'on ne perde pas de temps, entre guillemets, avec des projets qui, in fine, s'avèrent sans impact parce que malgré tout, il y a toute une analyse et un travail de fond qui doit se faire. Alors, des exemples, je dirais, il y a pas mal de coopératives qui se font financer chez nous. Il y a des sociétés anonymes aussi, enfin coopératives dans le secteur agricole, dans le secteur social, de la restauration bien sûr biologique ou en tout cas pour le moins raisonnée. C'est dans le secteur des sociétés privées également, ça peut être dans la production, ça peut être dans le commerce, pourvu chaque fois que ce soit des entreprises qui démontrent un impact. Oui, je citerai par exemple Farm, qui est bien connu et qui a plusieurs magasins bio un petit peu partout en Belgique maintenant, ou Bonjour Maurice, une marque de vêtements éthiques. Je peux citer aussi Coucou, qui est un magasin juste à côté de chez Bonjour Maurice d'ailleurs. Oui. Les vélos Billy, les vélos électriques qui permettent à tout le monde de pouvoir utiliser un vélo et de s'y mettre aussi au vélo électrique. La coopérative Sociago, qui permet de reconnecter, on va dire, Bruxelles avec sa ceinture alimentaire. Voilà, on a vraiment des très beaux projets. Oui. Voilà. Oui, C'est ça, en fait, la beauté de l'ITA, c'est que on permet non seulement la diversification des investissements, si tant est qu'on veut se créer ce portefeuille d'investissement, mais aussi une diversité dans les entreprises qui sont non seulement financées, mais ensuite aussi accompagnées chez l'ITA. J'imagine qu'on y viendra, mais on fait aussi le suivi des investissements pour assurer en fait leur durabilité dans tous les sens du terme. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut y venir sur la question aussi de la transparence, parce que ce qui est assez chouette en tant qu'investisseur aussi chez l'ITA, c'est que vous créez beaucoup de liens finalement entre les investisseurs et les projets. Et donc il y a vraiment cette forme de... Quelque part, c'est presque on pourrait dire un circuit court en fait de la finance, où c'est comme si on allait acheter directement chez le producteur. Mais là, on est vraiment en contact avec les porteurs de projets que vous soutenez. Et après, il y a tout cet accompagnement et pour l'investisseur et pour les projets, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup cette notion de circuit court de la finance. Je pense que c'est important. On choisit de se mouver différemment, de s'habiller, de se loger différemment, de se nourrir différemment. Mais la finance aussi, ça sert à ça. Et effectivement, l'impact investing, ça veut dire investir, mais ça veut dire aussi potentiellement s'investir. Donc, quand je disais tout à l'heure vivre une aventure entrepreneuriale, certaines personnes aiment participer à des groupes de travail dans ces entreprises qui sont financées, ou apporter leur expertise, ou donner du temps, consacrer du temps pour tel ou tel projet. Mais effectivement, l'ITA, c'est tout un processus d'accompagnement de l'entreprise pour faire en sorte de satisfaire un maximum les investisseurs. Et ça se passe en fait depuis le début. Vincent le mentionnait, on a une analyse qui est quand même très poussée. Moins de 5% des entreprises qui sont rencontrées par l'ITA sont sélectionnées pour passer en phase de due diligence. La due diligence, c'est un moment où on va analyser une entreprise, en quelque sorte faire une sorte d'audit de toute l'entreprise et de sa chaîne de valeur. Et suite à cette due diligence, on a un comité qui statue et qui décide si l'impact est bon et si l'investissement n'est pas trop risqué, parce que je le rappelle, un investissement est toujours risqué, mais de pouvoir le dérisquer un maximum. Oui, et ça c'est important parce que surtout que vous avez des profils d'investisseurs qui sont plutôt néophytes en finance, et donc il faut leur assurer quand même, vous mettez ce cachet-là en fait. Oui, complètement. Et c'est On pour fait ça, confiance à l'ITA. Voilà, on fait confiance à l'ITA. J'aime bien cette idée de cachet ou on va dire de certification un petit peu l'ITA, parce que toutes passent ce processus de due diligence et de comité. Et ensuite, tout un suivi, suite au financement, il y a tout un suivi de l'entreprise qui s'organise, à savoir une présence au conseil d'administration de la plupart des entreprises, un reporting semestriel et annuel, une
participation aux assemblées générales et l'organisation des assemblées générales, et puis la réponse aux questions des investisseurs, s'ils en ont toujours après l'investissement, ou le fait d'être en fait la structure qui va soit leur verser le rendement annuel, soit leur remettre leur attestation fiscale avec le tax shelter. Super. Et bon, pour donner un petit peu, l'ITA, ça a commencé, je sais, il y a quelques années, il y a un peu plus de 6 ans en France et il y a 4 ans en Belgique. 4 ans en Belgique, c'est ça, oui. Est-ce que tu peux peut-être juste retracer, ou Vincent, l'historique en fait de comment l'ITA en France a démarré et pourquoi c'est arrivé en Belgique? Alors, l'ITA en France, effectivement, c'est né un petit peu de... Alors, tu l'as dit, on a tous une moyenne d'âge qui tourne autour de 30 ans, donc un peu les enfants de la crise, si je puis dire. Crise de 2008, chômage, etc. Et on s'est tous dit que c'était important d'utiliser les moyens et le monde dans lequel on vivait pour pouvoir le changer, en fait, changer le monde de l'intérieur. Et donc, il y a eu un présupposé qui disait, voilà, la finance est trop opaque, trop indirecte, on comprend pas ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, on comprend pas comment le capitalisme s'est diabolisé en fait à outrance, tout en devenant en fait quelque chose de très lointain, de très loin des gens. Donc vraiment une mécompréhension de tout ce système. Pourtant, c'est un système qu'on peut utiliser pour faire du bien. Donc il y avait cette volonté de faire mieux les choses, et en même temps une réalité qui est là, et tant mieux, c'est que de plus en plus d'entrepreneurs veulent avoir un impact positif sur le monde. Et donc, on voit une émergence, une croissance de ce qu'on appelle les entreprises sociales, ou les entreprises sociétales, ou à impact. Et donc, le fait d'aller chercher pour eux de l'argent pour qu'elles puissent se développer, pour nous, c'était aussi mettre en avant cette société qui est un petit peu malade, mais dont plusieurs entrepreneurs, en fait, ont certains remèdes pour certains défis, certains enjeux. Donc le présupposé de l'ITA, c'est ça, c'est de faire le pont entre des entrepreneurs en besoin, des personnes en demande d'une finance plus sensée et sensible. Donc c'est démarré de là, ça a été démarré par Eva Sadoun et Julien Benayoun qui n'avaient même pas encore 30 ans et qui... voilà, incroyable cette histoire-là. Ouais, une très très belle histoire, et qui ont développé l'ITA du coup en France, ça s'appelait 1000 Impact avant. Et qui très rapidement en fait se sont rendus compte que en Belgique aussi il y avait de très belles entreprises en besoin de capitaux, et donc c'est là que je suis arrivée, et qu'on a commencé à développer la Belgique. Donc voilà, une très belle histoire. On a derrière nous des institutions, on a derrière nous des fonds d'investissement d'impact, on a des entrepreneurs qui deviennent investisseurs et qui croient en nous. Donc on a réussi à l'heure d'aujourd'hui à fédérer, je dirais, des gens qui sont non seulement des personnes qui connaissent le pouvoir de la finance, mais qui aussi ont envie d'aller voir derrière et de chercher plus loin. Et donc non seulement d'apporter une solution en termes de financement, mais aussi de rendement financier et social. Il y a une vraie volonté de fédérer, de changer de paradigme, et d'aller chercher aussi des entreprises qui veulent maximiser leur impact. Donc on est vraiment sur quelque chose de très global. Oui, et puis c'est un peu une histoire de pont quand je t'entends, quand je vous entends, enfin même par rapport à votre profil. Toi, tu as lancé quand même plusieurs projets entrepreneuriaux aussi. Vincent, tu as cette casquette entre le monde des ONG et le monde de la finance. Il y a beaucoup de ponts qui se créent là-dedans, et beaucoup d'ouverture aussi vers un public qui, effectivement, à la base, n'avait pas accès, ne s'intéressait pas ou ne s'y retrouvait pas du tout. Et donc, il y a toute cette ouverture, ce pont vers ce public-là dont je fais complètement partie aussi. Oui, c'est ça, et toute la pédagogie derrière l'État, c'est aussi ça, c'est apprendre qu'un autre monde est possible et qu'on peut y participer. Je pense que c'est important. Et je crois qu'effectivement, notre monde souffre assez fort de cloisonnement, de manière générale, je veux dire, pour la finance, mais de manière... Et je trouve le but de créer des ponts, d'essayer de véritablement permettre à des secteurs qui s'ignorent, qui par moments se honnissent même, d'apprendre à se connaître et reconnaître pleinement la valeur ajoutée de l'autre, de notre secteur, de
de l'adversaire, eh bien, c'est très important. Et c'est ce à quoi je pense l'État participe également, effectivement. Oui, et pour permettre ça, il n'y a qu'en allant vers l'autre, en se connaissant finalement, qu'on crée cette ouverture. Et si on ne se connaît pas, on a peur et on ne peut rien créer, en fait. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est un défi tous les jours. Et justement, en termes de défis, aujourd'hui, pour que nos auditeurs comprennent un petit peu, c'est quoi les chiffres de l'ITA aujourd'hui D'abord, en termes de ressources humaines, enfin de staff, c'est encore une petite équipe. Ici en Belgique, on est 6-7 personnes, donc c'est une petite équipe, ce qui est un fameux défi en soi, de gérer, je dirais, un portefeuille, parce qu'on le considère quand même comme un portefeuille, même si l'ITA n'investit rien en tant que tel dans les entrepreneurs, dans les entreprises. Nous gérons, je dirais, pour compte des investisseurs l'ITA, je dirais entre-temps, plus d'une trentaine d'entreprises qui ont déjà été financées depuis que l'ITA en Belgique a démarré. En France, par contre, l'équipe est déjà beaucoup plus développée. La France date d'il y a 6 ou 7 ans. Ils sont une quarantaine de personnes aujourd'hui, je pense. Ils ont financé déjà plus d'une centaine d'entreprises. À mon avis, ils ne sont pas loin de 150 aujourd'hui. Donc, ça croît. De manière générale, le montant moyen que nous levons pour chacun des entrepreneurs qui vient nous voir est en croissance. Au début, je crois que la première année, c'était en moyenne de 30 000 € à peu près en 2017, quand l'ITA Belgique a démarré. Aujourd'hui, on essaye, on lève en moyenne à peu près 200 000 € par entreprise qui cherche de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui cherche moins d'argent n'est pas le bienvenu, mais de manière générale, les entreprises sont contentes de pouvoir accéder à plus. Le grand défi pour nous, pour demain, c'est, je dirais, de croître, de faire plus de volume, de nous faire mieux connaître, d'être connus par le grand public at large et également d'être connus dans le secteur de l'impact. Aujourd'hui, en Belgique, on est fort concentré sur le sud du pays et Bruxelles. On a véritablement une volonté de se développer vers le nord également et on a fait le recrutement idoine à cet effet. De la même manière qu'on cherche également à se développer dans certains secteurs dans lesquels jusqu'à présent on a été plutôt moins présent. En particulier, on pense à l'immobilier social. On pense également à l'énergie, tout ce qui est, toute la thématique de l'énergie, je dirais, que ce soit l'énergie renouvelable, que ce soit l'isolation, toutes les initiatives qui ont trait à l'économie d'énergie ou à la production d'énergie renouvelable. Et tu me disais, Céline, que l'année passée, quand il y a eu le confinement, là, en mars-avril, vous avez eu un gros pic d'investisseurs. Est-ce que ça, c'est plutôt chouette, c'est plutôt une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une tendance qui va durer? Qu'est-ce que vous observez depuis lors? Depuis lors, en fait, je te dirais, on a eu un gros pic effectivement en mars-avril 2020 de personnes qui, je pense, voulaient se reconnecter avec du local. On voyait, le monde partait un petit peu à volo et on comprenait un petit peu ce que la mondialisation nous avait apporté de mauvais, si je puis dire. Et donc le fait de se reconnecter ici avec des entreprises belges qui font du bien, qui donnent du sens, voilà, je pense que ça a attiré pas mal de monde et on est toujours sur une très belle croissance au niveau des inscriptions sur la plateforme et des investissements qui, comme Vincent vient de le mentionner, ne font que croître. Donc on en est très satisfait. Et je pense que c'est notamment à travers l'ITA, mais aussi à travers le travail que l'on mène avec les autres acteurs de la finance éthique. Depuis notre lancement ici, il y a un parti pris, c'est de pouvoir faire ensemble. Je pense que sur une plateforme de crowdfunding, c'est un petit peu dans logique. l'ADN, oui. Voilà. Et donc du coup, on travaille beaucoup avec des acteurs de la finance éthique. Donc il y a vraiment ce pan-là qu'on affectionne et qu'on structure, je dirais, ensemble, mais aussi bien sûr, comme tu le disais, de faire des ponts et d'aller chercher au-delà ce que j'appelle moi les unusual suspects, donc des personnes qui ne sont pas convaincues, mais qui peut-être ont vu le film Demain, par exemple, et sur leur canapé se sont demandé qu'est-ce que je vais pouvoir faire à mon niveau. Et peut-être que l'investissement à partir de quelques centaines d'euros, c'est une possibilité pour certains d'entre eux, plutôt que d'aller se faire permaculteur. Oui. Exactement. Et du coup, comment est-ce que tu les sensibilises, comment tu leur donnes envie?
ces gens qui peuvent peut-être être sceptiques? Je pense qu'il y a un discours global à avoir sur une connaissance en fait du monde qui nous entoure et d'expliquer un petit peu notre vision des choses. Elle est quand même fort engagée sur l'ITA. Donc ça d'une manière, je dirais, très, très générique, très globale. Et puis, dans le très concret, dans le très opérationnel, c'est tout ce qui est présent sur la plateforme. Donc cette analyse, cette due diligence qui est menée par des analystes experts, elle est restituée dans un dossier d'investissement d'une 20aine de pages qui est, je dirais, stylisé et rendu de manière accessible et compréhensible pour tous. On est aussi disponible au standard pour toutes les questions des investisseurs, par chat, par mail, etc. Donc il y a, pour nous, je dirais les petits comme les gros sont traités à la même enseigne. Non seulement en termes de connaissance de l'offre et des investissements, mais aussi en termes de conditions d'investissement. Et ça, c'est peut-être important de le dire, parce qu'on travaille non seulement comme une plateforme de crowdfunding, mais aussi avec des investisseurs plus professionnels, par exemple des fonds d'investissement d'impact ou des fonds publics, des family office, des réseaux de business angels, etc. Et qu'on va inviter à co-investir aux côtés du grand public, mais dans les mêmes conditions les uns et les autres. Et ça, c'est assez unique sans doute. Oui, c'est assez unique et c'est vrai qu'on dénote. Donc on doit faire aussi beaucoup de pédagogie de ce côté-là. Alors, une dernière question que j'ai envie de vous poser pour la route, disons, c'est quoi, où est-ce que vous allez chercher vos sources d'inspiration pour continuer à être motivé comme ça au quotidien? Parce que c'est vrai, il y a des sacrés défis, vous êtes une petite équipe et pourtant vous déployez toute votre énergie, donc vous allez chercher ça où? C'est une très bonne question en fait, et je pense que c'est la source de... Enfin, l'être humain de manière générale a besoin de sources et de ressources. Et ces ressources, on les trouve en soi-même. Je dirais, il faut véritablement prendre le temps, je trouve, du retrait, de la mise en retraite, en se disant, quoi qu'il arrive aujourd'hui, maintenant, pour une demi-heure, ou pour 2 heures, ou pour 2 jours, j'ai besoin de m'occuper de moi-même d'abord. Et pour moi, c'est ce à quoi j'essaye véritablement de m'astreindre, c'est de me gâter moi-même pour le bienfait, je dirais, du travail que j'ai à faire. C'est comme ça que je le dirais. Alors c'est marrant parce que pour moi c'est l'inverse. C'est plus d'être en contact avec la communauté, d'être en contact avec les entrepreneurs, de m'ouvrir, de parler, de faire des rencontres, de m'inspirer. J'ai beaucoup de rôle modèles en fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Qui par exemple? Ça a commencé tout simplement avec Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix, qui a développé tout le concept du microcrédit et ensuite du social business. Mais alors d'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'écrivains, de personnes qui écrivent des essais, certaines personnes que tu as déjà eues aussi dans le podcast, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a énormément de savoir en fait, et je suis vraiment un puits, tu vois, qui absorbe un petit peu tout, et surtout de tendre l'oreille aussi dans les milieux qui sont pas nécessairement en fait mes milieux à moi. J'aime bien aussi aller fouiller, aller fouiner dans la diversité et dans des caractères, des idéologies différentes pour voir ce qu'on peut faire et tout catalyser. Magnifique, mais on voit que vous êtes bien complémentaires en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Amandine. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me donner un coup de pouce pour le faire rayonner. Notez, commentez, partagez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Magic Makers que vous retrouverez sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. À bientôt!